Et ce générique m'avait vraiment manqué. Merci à toutes et à tous d'être avec nous. C'est un plaisir de vous recevoir dans cette nouvelle version Non se dit tout, une version raccourcie de 30 minutes, mais on va dire plus régulière. Et à l'ère de la Covid, donc avec des invités, pas sur le plateau, mais en Skype. Merci en tout cas à vous pour votre confiance et votre fidélité à Média TV. Média TV Afrique. Et on va parler, on va dire, d'une problématique qui concerne beaucoup de familles actuellement. Que l'on soit au Maroc, que l'on soit au Sénégal, que l'on soit en Côte d'Ivoire, au Gabon, en France, en Espagne, partout dans le monde, nos enfants ont fait une rentrée scolaire vraiment particulière, ce qui a rajouté un stress sur les familles. Stress, alors justement, dans On se dit tout, on lutte contre ça. L'idée n'est pas vraiment de revenir sur ce bras de fer avec l'école, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais, mais on y est dans ce distanciel. Alors, comment s'en sortir? C'est ce que je vous propose aujourd'hui. Et pour cela, je reçois deux spécialistes. Madame Tissem Benjeloun, qui est psychologue. Bonjour Tissem, c'est un plaisir de vous recevoir. Bonjour Yasmine, nous aussi ça nous fait plaisir de te revoir, ça faisait longtemps. Plaisir partagé, merci infiniment. Et Monsieur Zakaria Rachdi, spécialiste en pédagogie. Bonjour Monsieur Rachdi, tout va bien? Bonjour, merci, bonjour. Vous êtes dans une salle de classe? Le décor est bien planté avec vous. Ah non, c'est mon bureau Okay. dans lequel je fais de la formation. Oui. Ok. Ben, en tout cas, merci beaucoup. On y va pour ce sujet. On va parler de distanciel. Comment faire en sorte que les familles s'en sortent du mieux possible, avec le moins de stress possible. Je vous pose d'abord cette question, Tissem Benjeloun. Est-ce qu'on en fait trop en tant que parents? Est-ce qu'on a trop envie de protéger nos enfants par rapport à cette histoire de distanciel présentiel Covid? Ça dépend ce qu'on appelle par en faire trop. Est-ce qu'on stresse trop? Les parents stressent beaucoup. Les parents reprochent beaucoup à l'école l'approche. Alors que personne ne détient la solution en réalité. Tout le monde tâtonne. Le monde entier tâtonne face à la Covid. Donc nous, en tant que parents, est-ce qu'on en fait trop? Et est-ce qu'on ne laisse pas aussi nos enfants profiter de cette expérience de la vie qui est venue à nous pour justement, sortir à notre apprentissage? Est-ce qu'on les protège trop? En fait, il ne faut pas oublier que cet apprentissage, il dure depuis plusieurs mois. Les parents sont passés par plusieurs étapes. Lorsque c'était le début du confinement, on a tous accepté, les parents ont tous accepté. Ils ont même pris ça positivement. Ils se sont même dit, tiens, ça va pouvoir apprendre à nos enfants plusieurs choses qu'ils ne connaissaient pas, comme la résilience, la patience, le lâcher prise. On était tous heureux. Mais le problème, c'est que là aujourd'hui, comme vous dites, aujourd'hui il y a un peu plus de colère, ils sont un peu moins partants pour cette collaboration. C'est que cette collaboration, elle a un petit peu trop duré, et puis elle se fait sans une collaboration. Ça doit se faire main dans la main et en prenant en compte les différents acteurs du système. Aujourd'hui, les parents sont inquiets pour leurs enfants parce que ça fait très longtemps qu'ils sont en confinement et c'est un vrai danger psychique pour leurs enfants d'être autant séparés entre camarades et de ne pas pouvoir se voir les professeurs. Une rentrée qui ne se fait pas et qu'ils sont prévenus à la dernière minute, c'est quand même un choc et qu'il faut qu'ils gèrent avec leurs enfants. Donc c'est tout un état émotionnel qu'il faut prendre en compte et c'est normal. Alors, c'est de ça dont je voulais parler avec vous, justement. Est-ce qu'on n'en fait pas trop? Est-ce que vous, les spécialistes, vous n'en faites pas trop non plus à qualifier cela de choc et d'angoisse pour les enfants? On va remettre les choses dans leur contexte. C'est vrai que nous sommes face à une pandémie. C'est vrai que nous vivons cette situation tellement particulière pour les adultes et les plus jeunes depuis le mois de mars. Donc, ça fait pratiquement 7 mois. Mais cela dit, il faut comparé avec des périodes plus dramatiques, des guerres mondiales, des années où les enfants n'ont pas mis les pieds à l'école. C'est à partir de là où je dis, est-ce qu'on n'en fait pas trop? Est-ce que finalement, quelques mois perturbés dans leur rythme habituel, on surprotège nos enfants? D'autres générations sont passées par pire, en fait. Oui, bien sûr, il y a eu pire et il y aura encore pire, j'imagine. Il y a toujours plus pire, mais le tout c'est tout à une question de comment préparer les enfants. Ils n'étaient absolument pas préparés. Maintenant, est-ce que nous, les spécialistes ou nous, les parents, on exagère? En fait, il ne faut pas perdre de vue que c'est la colère. En fait, c'est juste de la colère parce qu'on n'est pas
pris enfin, on n'est pas prévenu. Les enfants, et on les prévient à 8 heures du soir, un dimanche, alors qu'ils sont hyper pressés de rentrer le matin à l'école. Vous prenez le cas de Casa, mais Casa, c'est pas tout le Maroc, bien sûr. Ça, c'est Casablanca, Oui. absolument. Oui, effectivement. Alors après, il y a eu des rentrées qui se sont faites graduellement, qui se sont faites différemment. Mais maintenant, cette école à distance qui se fait actuellement à Casab, dans d'autres villes, elle ne se fait pas, ils vont en cours. Mais en tout cas, pour cette école à distance, oui, il y a quand même ce qu'on appelle, nous, danger psychique, parce qu'il y a quand même des études qui ont été faites par la SMPPA, par les groupes de pédiatres et de pédopsychiatres, et qui ont montré pendant ces 6 mois que ils ont eu beaucoup plus de consultations et pour décrochage scolaire, des enfants qui ont refusé de suivre les cours à distance, les enfants qui ont commencé à angoisser, qui ont commencé à faire des cauchemars, des troubles alimentaires. C'est concret, c'est pas oui, imaginaire. C'est concret, d'accord, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un environnement à la maison qui favorise ça? Je vais vous poser directement la question dans quelques instants. On va avoir avec nous aussi Monsieur Zakaria Rachdi. Vous en pensez quoi de ce que dit Madame Btissam Benjeloun, Monsieur Rachdi? Est-ce que pour vous, c'est un véritable danger psychique? Donc vous travaillez beaucoup avec les enfants, vous êtes directeur pédagogique, donc la pédagogie, c'est votre spécialité. Est-ce que les enfants sont vraiment perturbés? Alors, moi, je suis un éternel optimiste, peut-être, mais vraiment, je pense que c'est pas une histoire de trop en faire, parce qu'effectivement, tout le monde peut s'inquiéter de toute situation. Une situation anxiogène, elle peut l'être surtout parce que la personne qui la vit, c'est ce qu'elle ressent. Maintenant, moi, je crois qu'il y a une grande capacité d'adaptation de l'être humain, et surtout des enfants, qui sont en train finalement de vivre malgré eux quelque chose qui est complètement inédit, mais en même temps je suis confiant dans l'avenir, tout simplement parce que le monde de demain, c'est aussi eux qui vont le construire, et le monde de demain, il sera aussi avec peut-être des nouveautés au niveau technologique et pédagogique. Mais au jour d'aujourd'hui, ça reste quand même très très rare, cette contamination in utero. Par contre, ce qu'on voit de plus en plus, c'est une maman positive et un bébé négatif. Et donc, je vais certainement anticiper un petit peu la question, mais beaucoup de mamans me contactent pour me dire, bon voilà, je suis positive, j'ai un bébé d'1 mois, 3 mois, 1 an, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'allaite ou pas? C'était ça la question, c'est ça. Voilà, est-ce que j'allaite ou pas? Est-ce que carrément je dois m'isoler, me séparer de mon bébé, etc. Alors surtout pas, mesdames. Quand vous êtes positive, déjà, il faut savoir qu'avant de savoir qu'on est positif, on est déjà en contact avec notre enfant, puisqu'il vit avec nous. Donc il a déjà été, on va dire, en contact avec le virus, j'ai envie de dire, avant même que les signes apparaissent. Et ce qui a été préconisé, et l'OMS insiste vraiment, vraiment là-dessus, c'est que la maman doit continuer à allaiter son enfant. Même si elle est diagnostiquée positive, elle doit respecter les gestes barrières, se laver les mains, porter un masque, éviter trop les bisous, etc. Mais elle doit continuer à allaiter son enfant. Et les médicaments, si elle est sous traitement, Mariam? Et il n'y a pas de risque pour le bébé? Encore une fois, ça va dépendre du traitement, mais si c'est une maman qui a été autorisée à rester chez elle, elle va certainement être principalement sous vitamines, chose qui est complètement compatible avec le bébé. Bien évidemment, si elle est très malade et qu'elle est hospitalisée, c'est une autre histoire, et elle est déjà de toute façon séparée avec son enfant. C'est ça. Alors juste pour conclure, aujourd'hui, les accouchements se passent de manière complètement différente, en dehors du cadre classique marocain que l'on nous connaît justement. Surtout le après, les chambres sont relativement vides, calmes, il n'y a pas foule dans les chambres après l'arrivée des bébés. Ça change? Non. Ah oui, ça change énormément. Ça affecte les futurs parents? Alors, en fait, nous, pour vous donner un cas concret, ce qu'on a fait, c'est qu'on a complètement limité les visites à une personne et pendant 1 heure dans la journée. Donc, la majorité des cas, c'est soit le mari, soit une des grand-mères. Alors, c'est sûr que c'est bizarre, mais de toute façon, c'est une situation exceptionnelle
pour tout le monde et dans toutes les situations. Donc les mamans, bizarrement ou étrangement, sont plutôt contentes parce que du coup, elles se reposent pendant cette période. Et en plus de ça, il y a quand même un stress en moins, à savoir le risque d'être contaminé par les visiteurs, que ce soit pour elles ou pour leur bébé. Donc finalement, ça a été plutôt positif, à condition qu'elles aient leur mari ou leur maman auprès d'elles. Le fait d'avoir limité les visites n'a pas été vraiment problématique. Merci beaucoup, Meriem Hadjiwi, d'avoir pris de votre temps pour répondre à ces questions et ces interrogations de nos téléspectateurs et téléspectatrices, des futurs parents qui nous suivent. Je vous lâche et je récupère tout de suite Dr Karim Louali, qui est médecin nutritionniste. On va nous attaquer à notre sujet, docteur, mais avant, si je peux me permettre, je sais que vous avez vécu cette expérience justement de la Covid dans votre famille, vous m'en avez parlé. Exactement ce sujet dont on parlait à l'instant, c'est-à-dire grossesse et Covid. Vous avez accueilli un nouveau-né, Mbak Msaoud, mais la maman était porteuse du virus, donc au moment de l'accouchement. Justement, on a un cas concret avec nous. Ça peut rassurer les futurs parents qui se posent des questions par rapport à cela. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Et ensuite, on parle de notre jeûne intermittent, docteur Louali. Bien entendu, on a eu ce cas dans la famille très proche, et c'était un peu difficile, puisque le plus dur, c'est que la maman soit coupée de tout le monde. Parce que quand elle est positive et qu'elle a des complications, eh ben, elle est en isolement total. Bien entendu, quand il y a des facteurs surajoutés, on sait très bien que le Covid, ce sont les personnes fragiles. Donc, une femme enceinte n'est pas une personne fragile, mais quand elle a une autre maladie comme un asthme ou un problème respiratoire, forcément que c'est plus compliqué. Alors, je rassure les gens, le traitement a été suivi normalement. Le protocole thérapeutique qui se donne aux gens qui sont normaux se donne à la femme enceinte aussi. Et puis, avec des mesures, le bébé, dans la plupart des cas, il sort négatif. On a rarement vu des cas de bébés qui sortent positifs. Votre bébé sorti négatif, justement. Négatif, oui, négatif. Et puis, il faut le dire que bien entouré, bien pris en charge, la maman peut même allaiter, donc il n'y a aucun problème, le bébé est allaité. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que c'était des moments difficiles pour la maman d'être isolée. Bon, il était en détresse respiratoire vu qu'elle avait un terrain asthmatique, mais aujourd'hui c'est derrière, et donc avec une bonne prise en charge et en suivant bien les protocoles thérapeutiques émis par les médecins, on arrive à s'en sortir. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé ce moment d'intimité avec nous, Dr Karim Louali. Allez, on passe à ce sujet-là du jeûne intermittent. C'est très tendance, c'est très à la mode. Il y a énormément de stars qui adoptent ça. Alors, est-ce que c'est du simple marketing ou c'est la réalité? On a entendu dire que Jennifer Lopez l'adopte, Jennifer Aniston, Adele aussi, qui a perdu énormément de poids et selon les rumeurs, ça serait grâce à cela. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Vous, en tant que spécialiste de la nutrition, vous en pensez quoi, docteur Karim Louali? Alors, le jeûne intermittent, bon, on sait tous, on l'a dans notre religion, c'est Siam, mais il est fait autrement. Alors, ça consiste en quoi? Eh bien, ça consiste à alterner entre des périodes de jeûne plus ou moins longues et des périodes de prise alimentaire. Donc, plus souple, plus accessible que le jeûne strict, et bien entendu, il a plusieurs avantages santé. Et il y a différentes manières de jeûner. Les plus connus aujourd'hui qu'on connaît, c'est soit le fasting, le jeûne partiel, ou le 5-2. Ça veut dire quoi? Le 5-2, c'est-à-dire que sur les 7 jours de la semaine, on va jeûner 2 jours et puis on va avoir une alimentation normale pendant 5 jours. Par contre, le fasting, non, c'est différent. C'est-à-dire que dans la même journée, on va tout concentrer au niveau alimentaire sur 8 heures et on va jeûner les 16 heures qui restent, sur l'ensemble de 24 heures. C'est-à-dire qu'on va commencer notre premier repas à midi, une collation à 16 heures, et on va dîner à 20 heures, et de 20 heures à midi du jour prochain, on va jeûner. Donc mais voilà, alors moi, il y a un souci. C'est ça, mais il y a un truc que je ne comprends pas. Moi, je suis, on va dire, bête et disciplinée. Depuis le temps que l'on fait ce genre d'émission sur Média TV, sur Média Radio, on entend les spécialistes parler de l'importance de 3 repas par jour. Démarrer sa journée avec un petit déjeuner, c'est très important pour le cerveau et pour l'organisme. Ensuite, un repas équilibré en mi-journée et puis un dîner léger. Là, avec le jeûne intermittent, c'est différent. C'est pas de petit déjeuner le matin. Donc le matin, on peut consommer autant d'eau et de café que l'on souhaite, mais le premier repas n'est pas pris avant midi, on va dire. Et donc forcément, c'est un brunch. Ce n'est ni un petit déjeuner, ni un déjeuner. Moi, ça perturbe ma notion de l'équilibre alimentaire. Surtout de l'horloge biologique.
qu'en règle générale, l'alimentation doit être préventive. Une alimentation saine ne vise pas uniquement une perte de poids, mais principalement construire son immunité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que tout ce qui est frelaté, que tout ce qui est industriel, ça ne correspond pas à nos besoins naturels. Et je reprends ce que j'ai dit au départ, c'est que nous faisons partie de cette nature. Donc, en voyant les choses autrement, je ne vois pas pourquoi, moi, un produit chimique, un additif, un aliment qui est transformé pourrait correspondre à ma nature. C'est juste qu'il y a des gens qui sont plus vigoureux que d'autres pour mieux supporter ou pas. Mais il n'y a aucun aliment frelaté industriel qui peut convenir à quelqu'un et le booster et lui faire du bien. C'est juste qu'il lui fera moins de mal qu'à quelqu'un d'autre. C'est tout. Donc, une alimentation Hippocrate, et qui ne connaît pas Hippocrate, a dit que ton aliment soit ton remède et ton remède ton alimentation. Donc, nous faisons partie enfin, toutes nos cellules sont nourries continuellement et quotidiennement par des nutriments qui doivent correspondre à nos besoins. Et nos besoins ne sont pas dans l'industrie, malheureusement. Donc, c'est un pis-aller, pas plus. Donc, pendant cette période ou autre, quand on prévient et une alimentation qui correspond réellement à nos besoins, et là on voit aussi les groupes sanguins, les saisons, les tempéraments, etc. Mais en fait, la science, elle ne vient que mettre des chiffres et mettre une structure, c'est que chez quelqu'un qui a déjà ressenti, c'est du ressenti. Il y a des personnes qui se sentent plus vigoureux en été ou en hiver ou au printemps ou ailleurs ou à un autre moment de l'année. Mais l'alimentation, c'est le carburant, c'est la matière première. Mais en même temps, il y a des choses, pardon Madame Khadija Jaouane, en même temps, vous dites souvent aussi dans vos interventions qu'il est nécessaire d'écarter certains aliments à l'approche des changements de saison ou lorsqu'on se sent véritablement fatigué. Et là, on est face à une pandémie. La Covid-19 est un virus, donc nous, quand on dit souvent, avant 2020, on parlait de booster son immunité au changement de saison contre les virus de la grippe, mais là vient se rajouter le virus de la Covid, qui est un virus aussi, donc forcément c'est le même mode de fonctionnement de l'organisme pour le booster, n'est-ce pas ? Bien sûr. Bien sûr. Et là, on voit par exemple qu'il y a certains aliments, et on peut les classer, c'est scientifique et c'est prouvé, c'est vécu, qui sont immunodépresseurs ou immunostimulants. Quand on mange du cru, par exemple, le cru, c'est plein de vitamines. Certaines vitamines meurent déjà dès qu'on allume le feu. Et d'autres, non, moins, disons moins, les vitamines qui sont liposolubles. Il y a les vitamines hydrosolubles. Donc, quand on équilibre tout ça, par exemple, quand on commence par du cuit, et là, vous pouvez, les auditeurs et les téléspectateurs peuvent expérimenter sur leur corps, quand on commence un repas par du cuit, on a envie de dormir. Qui veut dire quoi ? C'est juste qu'on a envie de se poser et que notre immunité elle a besoin d'être retapée. Quand on commence par du cru, on n'a pas cette réaction. On ne l'a pas. Ça s'appelle de l'hyperleucocytose. Bon, ça, c'est un mot scientifique. Mais déjà, commencer par du cru, prendre des aliments qui sont digestes entre eux, plus on mélange les aliments, plus on est fatigué. Plus on mastique moins on mastique, plus on est fatigué, plus on boit d'eau avec le repas, plus on a des flatulences et on est fatigué. Donc on évite tout ça. Et le sucre, le sacro-saint sucre, c'est un immunodépresseur. Pendant cette période, les aliments à gluten, même, c'est vrai que c'est devenu un mot aussi à la mode, le régime sans gluten, etc. C'est juste qu'avec les transformations sur plusieurs dizaines d'années, fait que le blé et les autres céréales produisent plus de gluten et ça donne des crachats. On le ressent l'hiver, il y a des crachats, il y a de la glaire dans le sinus, dans la gorge. Alors on va revenir, si vous permettez. Pardon, on va revenir, Madame Khadija Jaouane, si vous permettez, dans un petit moment pour détailler aussi les associations alimentaires qui sont très importantes. Vous dites qu'il faut associer les bons aliments ensemble. On va donner quelques pistes et quelques clés en main
pour nos téléspectateurs. Mais avant, je voudrais revenir à vous, docteur Jalil Belkamel. Je rappelle que vous êtes docteur pharmaco-chimiste, phytoaromathérapeute, spécialisé en huiles essentielles. Alors justement, par rapport aux huiles essentielles, est-ce qu'il y a une huile essentielle phare du changement de saison? Actuellement, est-ce qu'il y a une huile essentielle à recommander? Vraiment, on va dire, le secret du professeur Belkamel. Oui, tout à fait. Déjà, je dois, si vous permettez rapidement, quand on parle d'huile, il y a deux types d'huile. Il y a les huiles dites végétales fixes, comme l'huile d'argan, l'huile d'olive, etc. Ce sont des huiles riches avec les acides gras et qui ne sont pas volatiles. Il y a les huiles essentielles qui sont obtenues par distillation, par entraînement à la vapeur d'eau, donc la lavande, le romarin, etc. Concernant les huiles essentielles, oui, il y a en ce moment des huiles essentielles que je préconise et que j'utilise, mais attention parce que là, il faut vraiment que les spectateurs, les auditeurs, il faut qu'ils comprennent parfaitement qu'on ne peut pas aller prendre n'importe quelle huile sans avoir un conseil avant. Il faut faire appel à des conseils. Malheureusement, ce sont des produits qui circulent partout, qu'on retrouve partout chez les herboristes et qui ne sont pas des vraies huiles essentielles. Donc, il faut savoir que ces huiles essentielles vont agir sur l'immunité d'une manière extraordinaire si elles sont bien choisies, surtout au niveau de la flore intestinale. Ça rejoint un petit peu les propos de Madame Adil. Donc, Jawan Adil, quand il s'agit d'action sur l'intestin, il faut savoir une chose qui me semble très importante, indique à ce propos-là, que l'immunité, d'abord à 70%, réside dans nos intestins. Et ça, c'est très important parce que la flore intestinale qui pèse à peu près disons une moyenne dans l'intestin qui pèse 2 kg chez un adulte. Et donc c'est une partie extrêmement importante qui joue différentes choses, différentes actions, mais qui va jouer un rôle dans l'immunité. D'abord en éliminant les toxines. Si on s'alimente correctement, mais alors, ça veut dire quoi, le lien entre justement notre système digestif, entre nos intestins et les huiles essentielles? Si on peut apporter l'information de façon un petit peu plus simple. Monsieur Belkamel, un peu plus simple, c'est-à-dire certaines huiles essentielles, je peux donner quelques exemples, ils vont agir au niveau de l'intestin pour éliminer les toxines, tout simplement. Et bien entendu, pendant cet hiver-là, disons le démarrage de l'hiver, pendant ces périodes-là, et avec les attaques virales, je préconise 3 ou 4 huiles essentielles que je trouve très intéressantes. Malheureusement, elles ne sont pas obligatoirement de chez nous. Et je pense particulièrement à Tutri, qui est l'arbre à thé. C'est une plante, c'est une huile essentielle provenant de la distillation d'une plante qui provient de l'Australie et qui est extrêmement intéressante, qui joue un rôle pour augmenter le nombre des anticorps, qui joue un rôle immunostimulant très, très, très puissant et que je trouve formidable. Bien sûr, il faut qu'il soit bien distillé, etc. J'ajoute à cela la Ravinsara. Alors, il y a la Ravinsara, il y a la Ravinsara. Déjà, il faut faire le distinguo entre Ravinsara et Ravinsara avec T. La Ravinsara, aujourd'hui, c'est l'huile numéro 1 qui est utilisée pour tout ce qui est viral. Je ne suis pas là pour dire que je préconise cette huile contre Covid-19. Non. Je parle des actions qui sont étudiées, qui ont été révélées scientifiquement, mais pas sur le Covid-19 où il y a encore pas mal de recherches. Mais l'action virale, antivirale, très puissante, vraiment très intéressante avec la Ravinsara, qui joue un rôle aussi même au niveau pulmonaire. Est-ce qu'on peut vous demander comment les utiliser, par exemple la tea tree, justement? Parce qu'on entend souvent que les huiles essentielles ne doivent pas être utilisées pures. Il y a pas mal de précautions à prendre, pas d'huile essentielle pour la femme enceinte, faire attention à certaines pathologies. Donc ce n'est pas non plus la recette facile à utiliser, recette miracle. Non, effectivement, une fois l'huile est identifiée, comme quoi c'est vraiment l'huile dont il s'agit qu'on veut utiliser. Dans ce cas-là, par rapport à la Ravinsara, c'est une histoire de mettre 3 gouttes au niveau du poignet et frotter ça, et utiliser ça pendant, disons, 3 fois par jour. Et ça a un effet préventif très, très intéressant.